Madame, Monsieur, bonsoir. Bonne et heureuse année à tous et bienvenue dans ce premier rendez-vous de vision de l'année 2021. Une année qui devrait être déterminante selon les annonces du premier responsable du secteur pour les énergies renouvelables chez nous, en Algérie. Alors, pour beaucoup, les concepts transition et mix énergétique ou encore efficacité énergétique ne veulent pas dire grand-chose encore. Il s'agit pourtant de questions vitales qui incluent à la fois notre sécurité énergétique dans un avenir très proche et notre mode de consommation affolant en énergie qui doit être vite renversé. On parle même de rupture à présent, c'est dire l'urgence de la situation. Pour en parler, nous recevons ce soir le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, professeur Chemseddine Chittour. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on parle de cette urgence donc d'aller vers les énergies renouvelables, d'autant que nous consommons pas moins de 60 millions de tonnes de pétrole brut par an, 800 millions de mètres cubes de gaz par semaine. Ce sont là vos annonces, sans avoir mené une campagne d'information sérieuse auprès du grand public, notamment sur l'économie et le gaspillage d'énergie, qui est un point focal de votre programme, professeur Chittour. Pour quelles raisons ? Attendez, peut-être qu'avant de démarrer, je voudrais d'abord souhaiter la bonne année à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Mais vous avez posé à juste titre une question de fond. L'Algérie est un pays qui a à peu près 45 millions d'habitants, qui consomme à peu près 60 millions de tonnes par an et qui consomme l'équivalent de 1500 kWh par habitant et par an, à 99,99% issus du gaz naturel. Comme toute ressource, elle n'est pas infinie. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question, peut-on continuer ainsi? Je crois qu'il faut dire la vérité aux Algériens, dire voilà où nous en sommes, et voilà comment, ensemble, nous pouvons réussir cette transition énergétique. Je reviendrai dans quelques secondes sur ce que c'est que la transition énergétique. Simplement pour dire un premier chiffre, l'Algérie, c'est l'équivalent à peu près de 2500 milliards de mètres cubes de gaz. Voilà nos réserves. C'est l'équivalent à peu près de 12 milliards de barils de pétrole. Voilà donc ce qui existe, si vous voulez, le capital initial. Évidemment, ce capital initial, avec le temps, il diminue, puisque vous tapez en quelque sorte dans la réserve. À quelle cadence ? C'est ça le gros problème. C'est que nous avons une cadence qui est de plus en plus importante, à 7-8% par an, concernant l'électricité. Cela veut dire que pratiquement en 10 ans, on double la consommation. Donc, si vous voulez, il y a des habitudes de consommation. Si vous voulez, le citoyen moyen a son niveau de vie qui a été amélioré. Pour l'exemple, en 1962, nous consommions 1 TWh. Actuellement, nous sommes à 60 TWh. La population de 1962 était de 8 millions d'habitants. Actuellement, nous sommes à 45 millions. Bref, nous sommes passés de 150 kWh à 1500. Donc la qualité de vie de l'Algérien a été multipliée par 10. Est-ce que nous pouvons continuer ainsi? C'est ça la question. L'autre grande contrainte, malgré tous les efforts que nous faisons, le système algérien, le système économique algérien est à 98% fossile. C'est-à-dire qu'il dépend des énergies fossiles, c'est-à-dire de la rente. Pour la petite histoire, pour cette année 2021, c'est une année un peu cauchemardesque, à la fois par le Covid, mais aussi par les prix du pétrole qui ont chuté. Dans le meilleur des cas, nous serons 30 milliards de dollars de rente. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas continuer ainsi. Nous avons, si vous voulez, un prix du baril qui n'a pas cessé de dégringoler. Et là, j'invite les Algériennes et les Algériens à ne pas croire que parce que le baril est aujourd'hui à 54 dollars, que nous sommes tirés d'affaire. Non. Vous l'avez déjà dit, oui, à plusieurs reprises. Pourquoi vous n'êtes pas d'ailleurs le seul ministre à donner cette alerte par rapport au baril du pétrole qui ne doit plus être une référence pour l'Algérien. Le gros problème, c'est que il se trouve que je connais un peu le système de l'énergie de l'intérieur.
Je rappelle que le commissariat aux énergies nouvelles a été créé en 1980, il y a 40 ans de cela. Mais chaque fois que le prix du pétrole grimpe, on oublie le renouvelable. Et donc, dans ces conditions, on reprend nos mauvaises habitudes de gaspillage. Oui, c'était bien quand la rente était assez importante, je veux dire les réserves. Ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens sachent qu'à la fin de la décennie, nous aurons un sérieux problème pour la consommation interne et pour l'exportation. Il va falloir choisir. Oui. C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas l'un et l'autre. Et donc, dans ces conditions, nous avons une fenêtre d'opportunité. C'est 10 ans. Le président Tebboune m'a confié la mission de dire comment faire. Comment faire pour pouvoir amorcer cette transition. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? C'est un passage d'un état à un autre. Il ne faut pas croire que je parle de la transition uniquement dans le renouvelable. C'est la transition du modèle énergétique actuel vers un autre modèle énergétique. Ce qui veut dire que nous aurons à discuter de l'opportunité des énergies fossiles actuelles qui restent. Pas simplement de parler du renouvelable. C'est l'une des préoccupations. La transition se fera d'ailleurs avec les énergies fossiles. Et ce ne sera pas quelque chose de brutal. Il faut lever le pied sur les énergies fossiles. Et le plus rapidement. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on veut laisser un viatique aux générations futures, les modèles que j'ai fait à l'école polytechnique depuis une vingtaine d'années montrent qu'on peut laisser 50% des 2500. Et donc c'est un pari à faire. Comment laisser 1200 milliards de mètres cubes de gaz aux générations futures? Sur quel levier nous devons agir de telle façon à ce qu'on puisse sortir par le haut de cette addiction aux énergies fossiles, par exemple, tout le gisement des économies d'énergie. Et là, vous allez me permettre peut-être d'expliquer ce que nous sommes en train de faire, mais pas seulement. Parce que notre grand problème, c'est que nous avons des habitudes de consommation qui ne sont pas le fruit de l'effort. C'est la cinétique. Oui. On continue comme ça. Pour renverser ces habitudes, ces mauvaises habitudes, vous avez même parlé d'habitudes de bêtises. Hein. On ne sait pas qui vous cibliez réellement, mais je parlais de la campagne de sensibilisation, la campagne d'information auprès du grand public. Est-ce qu'il y a un programme à ce niveau-là, professeur Chitor? Oui, justement. Alors, vous faites bien d'attirer mon attention là-dessus. Le modèle énergétique, c'est-à-dire en fait, il va falloir qu'on trace un chemin. Comment devons-nous aller à 2030? Mais il y a des urgences. C'est ce que j'appelle la feuille de route. Donc, devant le président, je déroule la feuille de route. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'immédiat? Alors, pour être honnête, on dit généralement que les économies d'énergie, c'est 10 à 15%. C'est-à-dire, on consomme 60 millions de tonnes de pétrole, 10% peuvent être économisés. 10% de 60, c'est 6 millions. 6 millions de tonnes, c'est 45 millions de barils. À raison de $54, c'est 2,2 milliards de dollars que l'on pourrait faire par des gestes éco-citoyens. Et ces gestes éco-citoyens, on va les détailler tout à l'heure. Mais mon sentiment, j'essaie de faire comprendre à mes collègues du gouvernement que la transition énergétique, ce n'est pas un département ministériel. C'est tous les départements ministériels qui ont chacun leur responsabilité dans la réussite de cette transition énergétique. Cela veut dire on a vu les différentes rencontres que vous avez effectuées avec différents départements ministériels pour les sensibiliser, justement. Pas simplement les sensibiliser. J'ai rencontré avec amitié 15 ministres. 15. Je suis allé voir 15 ministres. Bon, je leur ai dit, voilà, puisque nous sommes d'accord que la transition énergétique, c'est aussi votre affaire. Voilà ce que vous devrez faire. J'ai commencé par le ministère de l'Habitat. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle énergétique algérien assez singulier. 80% pour l'habitat, donc 80% pour le transport, 10% pour l'énergie et 10% pour l'agriculture. Dans les pays qui se respectent, ce n'est pas du tout ça. Ce qui veut dire que 80% de l'énergie que l'on consomme
ne crée pas de richesse. En clair, il faut voir comment, dans ces 80%, on puisse freiner. Et c'est un peu mon passage au ministère de l'Habitat. Nous sommes en train de faire la chose suivante. Justement. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Que les citoyens sachent qu'à partir de maintenant, évidemment, on donnera le temps qu'il faut. Il y aura un diagnostic énergétique. Vous ne pouvez pas construire d'une façon aléatoire. Il ne faut pas que nos maisons restent des passoires en termes énergétiques. Vous savez, ils ont des techniques un peu partout. Vous avez une caméra thermique qui vous permet de connaître les fuites, ce qu'on appelle les ponts thermiques. Et là, dans ces conditions, pour donner un exemple, en Algérie, c'est à peu près 200 kWh par mètre carré et par an. Si vous multipliez par un appartement de 100 mètres carrés, c'est 2 tonnes. 2 tonnes de pétrole qu'il consomme chaque appartement. En Europe, c'est entre 50 et 100. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un mécanisme qui va nous permettre de consommer moins en consommant mieux. Et quel est ce mécanisme aujourd'hui? L'isolation des bâtiments. Mais comment faire dans ce programme de l'habitat, qui est très vaste? C'est ce qu'on est en train de faire. D'abord, il faut faire les textes. Dire qu'à partir de maintenant, vous avez 2 types d'habitat. Vous avez ce que j'appelle la rénovation du vieux bâti. Comment le rénover? Et vous avez toutes les nouvelles constructions. À partir de maintenant, toutes les nouvelles constructions ne peuvent pas avoir le certificat de conformité si la maison qu'ils ont construite ne répond pas aux critères thermiques. Ce qui veut dire qu'il y aura un diagnostic. Si elle ne répond pas, vous n'aurez pas le certificat de conformité. Cela veut dire qu'on va vous dire voilà ce qu'il faut. Vous parlez des particuliers, professeur Chetor? Les particuliers, et évidemment, l'État doit donner l'exemple. Toutes les nouvelles constructions doivent le faire. Donc concrètement, l'État va mettre en place une réglementation et l'appliquer sur les programmes de logement. C'est un dossier très important. Mais évidemment, on ne peut pas le faire ex abrupto. Il faut donner le temps aux gens. Attention, dans 1 an, la réglementation va tomber. Prenez vos précautions de telle façon à ce que quand on vient faire le diagnostic thermique, vous soyez dans les règles. Mais pour les programmes, excusez-moi d'insister, pour les programmes de logement de l'État qui sont en cours de réalisation, c'est un programme très vaste, on le sait. Est-ce que cette réglementation va être appliquée prochainement? Non, ce qu'il faut se dire, c'est que la réglementation, c'est des textes, ça demande des décrets, ça demande des lois, etc. Nous essayons de comprimer le temps. Mais quand vous avez un programme de fabrication qui est déjà lancé, où les crédits sont déjà votés, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire il y a un surcoût de 20% parce que nous voulons le double vitrage. Oui, par exemple. Oui. Pour les nouvelles constructions, oui. Mais là où c'est des coûts partis, on ne peut pas faire, on ne peut pas immédiat. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que d'ici 1 an, le paysage de la construction va changer. Mais nous voulons créer des métiers. Parce que tous ceux qui vont faire le diagnostic énergétique, c'est des jeunes entreprises. Tous ceux qui veulent faire la rénovation du vieux bâti, c'est des micro-entreprises. Donc ça va créer de l'émulation du travail et ça va créer en fait des milliers d'emplois. Oui, c'est un secteur créateur de richesse. Alors il y a un secteur... Allez-y. Allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, simplement pour ce qui est de l'habitat proprement dit. Donc j'ai vu le ministère de l'Habitat. Je me suis même permis de me faire inviter par le ministère des Affaires religieuses. Oui, sur les 18 000 mosquées que compte l'Algérie. Alors 18 000 mosquées, il faut bien le dire, bon, ils ont des climatiseurs, etc., les portes sont ouvertes. J'essaie d'expliquer à M. le ministre, mais évidemment, il a compris, ce n'est pas lui qui est en faute. Et donc nous avons convenu, là aussi, d'appliquer les normes d'efficacité énergétique aux mosquées. Mieux encore, si tout se passe bien, nous allons faire une mosquée modèle à Sidi Abdallah. Oui, un prototype en fait. Avec tout ce qu'il faut pour dire, voilà, ce n'est pas une mosquée qui consomme. Et nous sommes prêts, nous sommes en train d'étudier la possibilité de faire des mosquées de différentes tailles. De telle façon que quelqu'un, Nikoun Mouhsin, il veut donner de l'argent, c'est plus de l'argent classique. Il faut qu'il y ait aussi l'efficacité énergétique qui va avec. Pourquoi? Parce que les 18 000 mosquées, qui c'est qui paye l'électricité? Ce sont les APC. À partir du moment où vous avez un diagnostic qui vous permet de savoir, chaque université sera oui. C'est votre métier qui vous rattrape. Voilà, chaque mosquée sera autonome et permettra de ce fait
d'avoir une certaine autosuffisance. Oui. Il y aura même une formation des imams, je crois. Nous allons les former. C'est étudié. Nous allons leur expliquer ce que c'est que l'énergie. Je suis allé voir monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Nous allons faire un programme de l'éco-citoyenneté de l'enfant. Oui. Je demande à monsieur le ministre des Affaires religieuses pour que les petits-enfants qui vont à la mosquée, ils aient un cours. Dans les écoles coraniques. Voilà. Oui. Il faut que chacun, en quelque sorte, s'empare de cette cause. Oui, se sentent concernés. Alors justement, il y a un secteur, et vous venez un peu de l'évoquer, un secteur qui consomme, voire gaspille de l'énergie à grande échelle. Ce sont les collectivités locales qui ont adhéré sur le papier à un programme national de l'efficacité énergétique entre 2018 et 2020. C'était sur une circulaire ministérielle. Oui. Et ça comprend une partie donc spéciale pour les collectivités locales pour la période, je vous le disais, 2018-2020, avec des opérations de remplacement progressif des lampes, par exemple au niveau des communes, ainsi que la réalisation de mini-installations fonctionnant à l'énergie solaire au lieu des grands projets de raccordement très coûteux, des raccordements à l'énergie qui coûtent des sommes colossales à l'État. Est-ce que ce programme va être poursuivi? Les autorités locales consomment, on le sait, ont des factures énergétiques tout simplement scandaleuses. Oui, là encore, si je peux me permettre de vous informer, nous avons fait une réunion avec M. le ministre de l'Intérieur. Oui. Et donc nous avons déroulé tout cela. Ce qui est dans le pipe, comme on dit, il continue. Mais nous avons l'intention, nous, de favoriser encore. Par exemple, nous allons acheter plus d'1 million de lampes pour monter des lampes basse consommation. Pour expliquer que voilà ce qu'on gagne avec une lampe basse consommation par rapport à une lampe au tungstène. Et tel que c'est parti, nous commençons à avoir des opérateurs qui fabriquent des lampes basse consommation. Nous allons peut-être en 2023 supprimer les lampes tungstène. Une lampe de 75 watts vous donne une certaine luminosité qui peut être donnée par une lampe de 20 watts. 5 fois moins et 10 fois plus en termes de durée. Donc on est gagnant sur toute la ligne, même si au départ, la lampe est chère. C'est à peu près le même style. Si vous me permettez, je reviens quelques secondes simplement pour l'habitat. Nous avons certifié maintenant le chauffe-eau solaire. Nous savons comment il faut le fabriquer. Nous allons chercher maintenant des entreprises. Et je demande à M. le ministre de l'Habitat que dans toutes les nouvelles habitations, il y ait les réservations, de telle façon à placer le chauffe-eau solaire, que les tubes puissent pouvoir rentrer. Ça va nous permettre de gagner l'équivalent de 400 litres de pétrole dans l'année. Vous voyez, ce sont les petits ruisseaux. Ce sont des niches d'économie d'énergie. Chaque appartement, s'il nous permet de gagner dans l'eau chaude sanitaire 400 litres, c'est énorme. Mais pour que le chauffe-eau solaire soit démocratisé, il faut que l'État aide. Nous sommes en train de penser à 50% du chauffe-eau solaire serait à la charge de l'État. Évidemment, le citoyen ne doit pas consommer du gaz naturel. En fait, l'État se fera payer par le gaz naturel non consommé. Et de cette façon-là, c'est tout bénef, parce que le gaz naturel non consommé, on le laisse pour les générations futures. Oui. Il faut donc le faire vite. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Une fois que le chauffe-eau solaire est sur la place, il y aura des entreprises. Et là encore, il y aura des micro-entreprises qui vont prendre en charge. Est-ce que nous avons ce tissu industriel? Parce qu'il faut le créer. Il faut le créer, professeur Chidor. Je suis en train de travailler avec M. le ministre de l'Industrie de tout cela. Donc on se met à plusieurs. C'est-à-dire concrètement, est-ce que nous avons aujourd'hui des gens formés pour maintenir ces équipements? Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de les placer. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il faut les former. J'ai vu Madame la ministre de la formation professionnelle. C'est un tout. Oui, c'est imbriqué. Un tout. Et donc je prends quelqu'un qui n'est pas tout à fait formé. Mais je lui donne une formation appropriée pour qu'on puisse démarrer. Je veux dire par là que ce n'est pas tout seul. Si vous avez parlé tout à l'heure, je disais, la transition énergétique, c'est l'affaire de tous les départements ministériels. Donc je suis allé voir chacun et je demandais à chaque département ministériel de désigner un point focal. C'est-à-dire que chaque département ministériel, il y a un monsieur énergie qui est en relation directe avec moi. Donc je le mets au courant de ce qu'on fait et je lui dis de faire dans son lieu à lui les mesures appropriées pour pouvoir faire avancer la transition énergétique d'une façon frontale. Par exemple, avec M. le ministre de l'Industrie, nous sommes en train de penser
au-delà du chauffe-eau solaire, en quelque sorte à ce qu'on appelle les plaques chauffantes, pour ne plus avoir des trucs du butane. Les plaques chauffantes, même si pour le moment l'électricité est d'ordre thermique, mais il va falloir à un moment ou à un autre mettre des gisements solaires, c'est-à-dire tout ça a bien évidemment un coût, professeur Chitor. Est-ce que nous avons une estimation de ce que l'État devrait investir? Alors, sachant qu'on dit qu'aujourd'hui, le coût de l'investissement, par exemple, dans le photovoltaïque en Afrique, a baissé d'environ 62%. Ça, c'est pour donner une estimation pour les téléspectateurs. Oui, oui. Depuis 2012, avec une tendance à la baisse d'environ 59% pour les décennies à venir. C'est dire que vous avez parlé de fenêtres de tir qu'il faut absolument... Alors bon, justement, nous avons... Oui. Nous avons une chance inouïe, le kilowattheure solaire est très bas. Oui. Il peut être même inférieur au kilowattheure thermique. Quelque part, c'est immoral de continuer à consommer du gaz naturel. Oui, de l'énergie. Donc plus vite on mettra en place ce plan solaire, ce plan éolien, plus vite on épargnera du gaz naturel pour les générations futures. Mais en termes de coût? Attendez, il faut savoir qu'une centrale... si vous voulez, une centrale de 1000 MW thermique coûte $1 milliard. Une centrale de 1000 MW solaire, c'est autour de 800 millions. 800 millions de dollars. Donc nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants. Il faut y aller. Le problème, comment y aller? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous cherchons des partenaires. Et les partenaires, les gros partenaires, il n'y a pas de miracle. Il y a deux grandes locomotives dans le monde. Il y a la Chine, il y a l'Allemagne, il y a un degré moins les États-Unis. Vous avez parlé de partenariat stratégique. C'est un partenariat stratégique. C'est-à-dire que ce sera avec un seul pays ou plusieurs pays à la fois? En principe, nous pensons, si tout se passe bien, 3 ou 4 pays parmi les leaders. Vous êtes en négociation avec eux? Non, nous ne sommes pas en négociation. J'ai reçu l'ambassadeur pour lui expliquer la volonté de notre pays de se lancer. Mais ce qu'il faut simplement se rappeler une chose, c'est que ce partenariat, c'est un partenariat win-win. Je pense notamment avec la Chine. La Chine, actuellement, nous sommes en train de travailler avec les Chinois en ce qui concerne Garadji Billet. Nous avons travaillé avec les Chinois en ce qui concerne le port, Hamdaniya. Oui. Bon. Pourquoi pas un plan solaire avec eux? Sur les énergies renouvelables, ouais. Ça mature, nous sommes en train de maturer. Mais il ne faut pas croire que c'est gratuit. Nous allons les payer avec le gaz naturel non consommé. Une centrale de 1000 MW solaire, c'est à peu près 300 millions de mètres cubes de gaz. Donc chaque fois qu'on construit une centrale solaire, nous épargnons 300 millions de mètres cubes de gaz qui peuvent servir à payer ce plan solaire. Donc il y a des formules. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Alors nous avons décidé cette année, le 1000 MW. Oui. 1000 MW. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord fait la chose suivante. Nous avons vu les terrains où les implanter. Donc nous avons contacté des wilayas, des wali. Et ce n'est pas le tout de dire j'aime ici. Il y a une étude ensuite du CDER. Faisabilité là, une étude de faisabilité. Là, bon, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles. D'une part, pour créer une société capable de gérer cela. Ce n'est pas au ministère proprement dit. Il y a des sociétés comme SKTM qui existe pour le thermique. Nous allons créer une société. Et là, nous sommes en train de travailler la main dans la main avec le ministère de l'Énergie. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la transition, c'est la transition de l'énergie du pays. Ce n'est pas la transition du renouvelable, c'est l'ensemble proprement dit. Donc, cette nouvelle société qui va être créée va lancer les appels d'offres. Si tout se passe bien, nous pensons que d'ici juin, l'appel d'offres sera lancé, que ça dure 45 jours. On peut espérer que d'ici octobre prochain, les fournisseurs seront retenus. Alors justement, en tant que premier responsable de ce secteur, vous êtes certainement, ou vous avez déjà été amené à l'assainir, l'épurer sur le plan juridique. C'est d'ailleurs l'une des principales entraves qui a ralenti, voire fait stagner
les sous-projets du Programme national de développement des énergies renouvelables. Cette contrainte juridique avec des cahiers des charges modifiés à volonté, des tergiversations autour des aspects réglementaires, notamment sur les appels d'offres, professeur Chitour, vous devez le savoir. Est-ce que vous allez lever ces contraintes justement pour fluidifier l'investissement étranger que vous souhaitez? Je ne sais pas si vous regardez dans des boules de cristal, mais c'est exactement la situation que nous avons trouvée. Et le président nous a dit il faut faire des chocs de simplification. Aller rapidement, enlever toutes les aspérités qui peuvent... La bureaucratie. Qui peuvent bloquer. Ouais. Je vous assure que nous n'arrêtons pas de faire des réunions, et je le dis aux citoyennes et aux citoyens, pour accélérer. Parce que le gros problème, c'est de réussir le premier appel d'offres. Les suivants seront faciles. Oui. Puisqu'il y a une accoutumance, un savoir-faire qui a été accumulé. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que rapidement, on élague tous ces problèmes, que la société soit créée et qu'on lance l'appel d'offres. Il y a un savoir-faire qui a été accumulé. Mais c'est vraiment un parcours de combattant, vous avez raison de le dire, oui, pour pouvoir déminer tout ça. Alors, il y a par exemple, on peut parler d'un manque d'engouement aussi pour les projets dans le secteur du renouvelable. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que vous appelez engouement? Alors, je prends justement un exemple. Cet appel d'offres, très modeste, pourtant en 2019, de la Commission de régulation de l'électricité du gaz, oui, le CREG, de 150 MW. Oui. Seul un tiers de la capacité proposée, soit 50 MW, a pu trouver preneur sans confirmation pour l'heure. Vous nous confirmerez si c'est vrai ou pas, à ce jour des débuts des travaux. Alors, pourquoi ce manque d'engouement? Il faut remettre les choses dans leur contexte. La CREG, pour moi, c'est un héritage. Elle dépend du ministère de l'Énergie. Elle ne dépend pas du ministère de la Transition énergétique. Mais je peux vous dire ce que je sais de la chose. C'est vrai qu'un certain nombre de fournisseurs se sont en quelque sorte rétractés. Oui. Rétractés en demandant en quelque sorte des garanties. C'est en train de se discuter. Mais je vous dis encore une fois, ça ne dépend pas de mon secteur. Moi, je suis comptable de ce que je vais mettre en place. C'est un partenaire? Oui, c'est clair. Oui. Il arrivera un moment où cette CREG, la commission de régulation, va servir pour l'énergie au sens large. Pour le moment, elle se sert de l'énergie fossile. Mais on lui a dit en 2019 de faire quelque chose dans le renouvelable. Oui. Maintenant, il y a un ministère qui est dédié à cela. C'est tout cela qu'on est en train de faire, ces passations, ce qui est à la transition énergétique, ce qui est au ministère de l'énergie. Mais juste pour parler de l'engouement autour des projets dans le l'engouement de la part de qui? Des entreprises, pour concrétiser, pour réaliser ces projets? Non, en fait, écoutez, pour nous, c'est une première. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on a fait avec SKTM des petites centrales, oui, 5 MW, 10 MW, etc. C'est pour la solarisation des trucs du Sud, c'est-à-dire éviter de consommer beaucoup de diesel. Bon, parce qu'elles ont les deux, le diesel et le truc. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'associer tous les partenaires possibles et imaginables, mais dans la limpidité la plus totale. Oui. L'Algérie ne peut pas se permettre de faire des maxi-centrales. Nous avons dit 1000 MW, mais pas 1000 MW en un bloc. C'est 100 MW là, 200 MW ici, etc., puisque c'est réparti sur un certain nombre de wilayas. Il y a aussi, évidemment, l'aspect financier. C'est pour cela que, pour pouvoir accélérer, il faut des partenariats d'exception. Et donc, nous sommes en train de préparer toutes toutes les conditions nécessaires pour que ça puisse se faire. Et je vous dis, il faut que la première chose réussisse. C'est les premières 1000 MW réussissent. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, notre modèle, c'est de faire en sorte qu'on laisse 1250 MW, c'est-à-dire la moitié des réserves, aux générations futures. Ce qui veut dire qu'il faut au minimum 1000, 2000, 3000 MW par an. C'est le modèle qui va déterminer cela. Mais nous n'allons pas attendre que le modèle puisse venir. Nous n'allons pas perdre de temps. Nous lançons. Et le modèle, nous sommes en train de l'élaborer maintenant. Et dans la situation actuelle, les 1000 MW annuellement jusqu'en 2030, c'est possible? 1000 MW par an, sans préjuger du fait qu'en 2022, peut-être ce sera 2000 MW, 3000 MW, parce que le modèle sera là. Mais 1000 MW, c'est déjà réalisable. 1000 MW, nous prenons en quelque sorte
toutes nos énergies, aussi bien le ministère de l'Énergie que le ministère, tout le monde, pour montrer la faisabilité de la chose proprement dite. C'est dans l'ordre de grandeur, c'est 800 millions de dollars. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 800 millions de dollars, c'est un peu ce que consomme une centrale thermique. Nous avons besoin encore de centrales thermiques d'ici 2030, mais pas dans les mêmes proportions. Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour freiner sur le gaz naturel et remplacer par les énergies renouvelables. Ce n'est pas simplement le solaire. Il y a l'éolien, il y a la géothermie. Vous savez, nous avons 240 sources d'énergie géothermique. On n'en fait rien. C'est tout ça qu'il faut développer. Et ça va créer de la richesse. Ça va créer de l'emploi. Ce que nous ne faisons pas jusqu'à présent. J'aurais souhaité vous parler un peu rapidement du deuxième grand volet, mis à part l'habitat, celui du transport. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il mobilisait 40% de l'énergie. Oui. Nous avons un parc que nous avons hérité, j'allais dire, en 62. Il est à 70% diesel. Comme vous le savez, le diesel, c'est un danger public. C'est un problème de santé publique. Il faut donc sortir. Ce qui se passe dans le monde, il faut dire quelques mots. L'Algérie n'est pas seule. Elle baigne dans un environnement. Il faut donc tenir compte. La meilleure preuve, c'est que nous nous tenons le ventre pour chaque fois que le prix du baril baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas la décision. Et mieux que ça, ce qui se passe un peu dans le monde, c'est les changements climatiques. Nous sommes impactés par les changements climatiques. Et le gouvernement a pris sur lui de faire un livre blanc sur les changements climatiques, dire voilà ce que nous sommes impactés et voilà ce que fait les efforts, ce que l'Algérie fait pour diminuer, atténuer les impacts des changements climatiques. Ceci étant dit, notre modèle énergétique, 70% 30, ce qui fait qu'il n'y a pas de cirrhase. Depuis quelques années, on met 50 000, 60 000 véhicules par an max. Nous avons l'ambition, l'année prochaine, c'est-à-dire 2021-2020, Oui. 200 000 véhicules. Oui. De particuliers. Pas de tout particulier. 80 000 du parc roulant et 200 000. Attendez, là aussi, encore une fois, il faut que l'État donne le bon exemple. Le ministère de la Transition énergétique était chargé de faire le point. Je vous avais dit tout à l'heure les points focaux. Oui. Donc, je connais le parc de chaque département ministériel. Pas simplement au niveau central, mais au niveau aussi des démembrements. Donc, convertir ces parcs roulants. Nous sommes en train de convertir. 80 000 véhicules. Actuellement, l'estimation. Le nombre de véhicules de l'administration en général, c'est 100 000. Très bien. 100 000. Et chaque mois, je demande à chaque département ministériel, par l'intermédiaire de points focaux, où est-ce que vous en êtes. Donc, cette année, c'est 200 000 véhicules. Il n'y aura pas simplement le parc de l'État, il y aura aussi les particuliers. Et alors, nous avons donc des micro-entreprises avec le jeune ministre de la micro-entreprise. Oui. Nous allons former les jeunes, leur donner un local, et ils vont faire la transformation des kits pour pouvoir les rendre au GPL, au CIRGAS, comme on dit. Mais ceci étant dit, ce n'est pas suffisant. Parce que, je vous ai dit, le parc est à 70% diesel. Ce qui veut dire qu'il faut trouver la solution. C'est un peu ce que nous avons trouvé hier, quand on a inauguré les fameux bus, ce qu'on appelle le dual fuel. En injectant du CIRGAS à 35 à 40%, vous pouvez consommer 35 à 40% de diesel en moins. Pourquoi? Le président nous a dit en 2021, il ne faut plus importer. Pas un litre, il a dit. Oui, alors, un plus importer, c'est l'équivalent d'1,5, 1,6 milliard de dollars. Comment essayer de faire en sorte qu'on puisse économiser 1,5 milliard de dollars? Ce que nous faisons avec le diesel, ce que nous faisons avec le CIRGAS, c'est une bonne chose. Mais les voitures que nous allons importer, il ne faut pas que ce soit des voitures qui consomment beaucoup. Alors vous êtes pour l'énergie, vous parlez de la révolution de l'énergie électrique, évidemment qu'il faut... Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner un exemple, nous avons acheté 5 bornes électriques. Oui, de recharge. Que nous avons placées un peu partout
Nous avons l'ambition de ramener au moins une voiture électrique pour la faire tourner, pour que les citoyens sachent que c'est une rupture. Il faut y aller. Il faut que les citoyens sachent que les énergies fossiles, essence et diesel, à partir de 2030, il y en aura de moins en moins. Il y a des pays qui suppriment tout cela. Alors pour le GPL, Monsieur le Ministre, comment vous allez convaincre les particuliers qui sont réticents pour d'abord des questions de coût, parce que l'installation du kit demeure assez parfois inaccessible pour beaucoup. Il y a aussi l'usure que produisent les kits sur les moteurs des véhicules. Toutes ces contraintes, autant bon pour certains métiers comme les taxieurs, les transporteurs, tout ça, il y a des exonérations, pardon. Et on l'a vu dans la loi de finances complémentaire, mais autant pour les particuliers, comment vous allez faire pour convaincre? Écoutez, un kit de GPL, c'est 70 000 dinars. L'État prend en charge 35 000 dinars. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a payé que 35 000 dinars. Sa facture d'essence dans l'année, c'est 35 000 dinars. Et après, c'est du bénéfice à partir de la deuxième année. Et l'usure? Et par rapport à l'usure? Et là, je pense honnêtement, c'est de la malhonnêteté que de dire cela. Scientifiquement, tous les pays du monde le font. La durée de vie d'un moteur, c'est 20 ans. Et il dure 20 ans. Il n'y a pas de problème majeur. Donc vous dites que les kits ne provoquent aucune, ne provoquent, aucun risque tout du moins, ils provoquent les usures du même type que l'essence. Il n'y a pas de problème à proprement. Ce n'est pas le problème. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la pédagogie. Il faut qu'on explique qu'au bout d'une année, imaginez simplement, vous savez, le diesel, le Siraz, il est à 9 dinars. L'essence, c'était 5 fois plus cher. C'est le carburant le moins cher. 5 fois plus cher. Ouais. Et donc, il consomme, imaginez, il roule 20 000 litres, 20 000 km. 20 000 km, c'est l'équivalent d'une tonne d'essence. Il va consommer 5 fois moins, puisque c'est le prix. Donc, il est gagnant. En moins d'une année, il rentre dans ses sous. Mais il faut expliquer ça aux citoyens. Invitez-nous souvent, on expliquera souvent. C'est très important. Alors un point important pour la locomotion électrique, il est important, oui, justement, me semble-t-il, de sortir de l'addiction au pétrole, à l'essence et au diesel. Il faudrait que l'Algérie n'achète plus l'essence et le diesel. Elle exporte l'essence et le diesel pour un certain nombre de pays africains qui n'ont pas de raffinerie, ou tout du moins qu'elle le convertisse. C'est ça la pétrochimie. Oui. C'est des produits à forte valeur ajoutée. L'activité en aval, hein, dont le ministre de l'Énergie a parlé. Voilà, une tonne de pétrole. Vous savez, une tonne de pétrole, ça fait combien? 7 barils par... une tonne, c'est 7 barils. Ça fait à peu près 250 $. 300 $ max. Mais une tonne de polystyrène, c'est 1500 $. Il faut donc transformer nos matières premières. Il faut que l'Algérie cesse d'être un réservoir de matières premières. Alors, est-ce qu'il y a justement... Il faut qu'elle prenne sa place dans la division internationale du travail. C'est des choses qu'on savait faire. Du temps de Boumediene, il y avait des usines de polystyrène, de polyéthylène, de PVC. Il faut remettre sur place la pétrochimie. C'est ça qui va ramener de la richesse. Oui. Il ne faut plus vendre des matières premières. Alors, justement, le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, dans son premier rapport, il a parlé des marchés. Ouvrir, par exemple, le réseau électrique. Vous parlez de l'électrification aux petits et moyens producteurs indépendants de l'énergie photovoltaïque. Cela réduirait le monopole. Hein. Ce mot du monopole a été repris de manière assez importante dans ce rapport. Le monopole de Sonelgaz, tout simplement, sur la production et la distribution de l'électricité des installations solaires connectées au réseau national. Pourquoi cela n'est pas encore fait, professeur Chitour? Il y a des réticences encore. D'abord, il faut peut-être remettre les choses au point. Quand M. le Président de la République a créé le ministère de la Transition énergétique, toutes les institutions qui travaillaient dans le renouvelable ont vocation à rejoindre le ministère de la Transition énergétique, notamment le CERET. Le problème n'est pas réglé. Il faut qu'il trouve son règlement. Ceci étant dit, ce que dit cet organisme, cet EPIC, ce n'est pas tout à fait faux. Dans l'ancienne version, mais ce n'est plus le cas actuellement. Nous travaillons avec Sonelgaz. Parce que quand on va produire de l'électricité, un privé veut installer
Il a de l'électricité en plus. La moindre des choses, c'est que Sonelgaz lui prenne son électricité. Nous sommes en train de faire cela. Est-ce qu'il y a la réglementation qui le permet aujourd'hui? Non, c'est ce que nous sommes en train de faire. En train de faire. Voilà. Il y a la volonté de la libéralisation du marché Qu'est-ce que vous appelez libéralisation? Ouvrir les marchés aux producteurs. Ouvrir le marché à quoi? Nous avons invité tous les opérateurs. Venez, installez, open. J'ai même demandé à M. le ministre de l'Énergie, continuez à investir dans le renouvelable. Il faut sortir des énergies fossiles. Je veux dire par là, c'est un appel que je fais à tous les investisseurs. Ils trouveront porte ouverte. Nous avons besoin de tout le monde pour réussir cette transition énergétique. Il n'y a pas de chasse gardée. Un seul vainqueur, l'Algérie. C'est l'Algérie qui va gagner. Donc il n'y aura plus de monopole, c'est ce que vous dites. Il n'y aura pas de monopole. L'essentiel, c'est de pouvoir faire en sorte que les choses soient dans la clarté. Moi, je reçois beaucoup d'opérateurs, ils me disent, voilà, on vient. Attendez l'appel d'offres. Que les choses soient limpides, c'est tout. Beaucoup d'opérateurs, de façon directe, indirecte, les méthodes classiques d'Abekri, ils veulent voir le ministre. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous reçois d'une façon tout à fait polie, mais il y a des mécanismes. Le mécanisme, c'est quoi? C'est l'appel d'offres. Oui. Nous, on est là pour faciliter. Nous sommes des facilitateurs. Vous parlez à juste titre du fait que Sonelgaz doit prendre l'électricité. Oui, il faut qu'elle soit raccordée au réseau. Parce que de plus en plus, l'État ne pourra pas tout faire. D'où ce qu'on appelle le développement de l'autoconsommation. Oui. J'ai dans mon appartement, je veux mettre l'autoconsommation. Oui. Il faut que je trouve des artisans capables de faire l'opération. Maintenant, c'est cher. Nous sommes en train d'étudier combien coûte un panneau solaire pour faire une installation. Et sa maintenance, évidemment, parce qu'il s'agit aussi de la maintenance. Non, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Il faut quand même des artisans, vous le dites vous-même. Oui, oui, bien sûr. Pour l'installation, mais vous imaginez le marché qu'il y aura quand il y aura des artisans capables de faire des petites installations de ce type. Mieux encore, le président a dit qu'il faut faire un effort particulier pour les zones d'ombre. Il n'y a rien. Il leur faut de l'électricité, il leur faut l'équivalent du gaz. Et donc là aussi, un seul marché de kits solaires. Nous sommes en train de voir l'opportunité. Vous savez, un kit solaire de 1 kW, le plus simple, 200 000 dinars. Si vous voulez un kit solaire qui vous permet d'avoir une télévision, une machine à laver, etc., il faut au minimum 4, c'est-à-dire l'équivalent de 600 000 dinars. Nous sommes en train de chercher des financements. Ça veut dire quoi? Quand le nombre est important, les prix baissent. Et nous pouvons, de cette façon-là, donner un SMIC de dignité énergétique à tout le monde. C'est pour ça que le président insiste beaucoup sur le fait qu'il laisse mettre la nara à la colonnaise. Et là, c'est un retard. Il y a beaucoup de zones d'ombre qu'il faut prendre en charge. Alors vous qui êtes professeur issu du milieu universitaire, encore une fois, le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique parle de cette centralisation excessive au niveau du réseau électrique qui ne permet pas d'établir des passerelles, notamment avec la recherche entre l'entreprise et la recherche scientifique appliquée. Alors écoutez, il y a encore un autre organisme que nous sommes en train de voir comment développer des passerelles, c'est le CDER. Oui. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, pour parler un peu de la recherche, la première chose que j'ai faite il y a 3 mois, vous savez, c'est un ministère qui est né il y a 6 mois. Il y a 3 mois, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le kit de GPL, je l'ai amené au CDTA, le Centre de développement des technologies avancées. Je lui ai dit, copiez-le. Faites-nous le même. Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai reçu le rapport. Nous pouvons l'intégrer à 70%. C'est-à-dire que 70% des pièces de cet appareil, nous pouvons les produire ici. On a fait ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est ce que nous allons faire. Nous allons créer de la recherche. J'ai demandé la semaine dernière au professeur Aourak, nous allons faire des réunions pour leur dire, copiez-nous une borne électrique. Faites-nous des bornes électriques. Vous imaginez le marché que ça va créer. Nous allons donner aux universités du grain à moudre. Ce que j'appelle la recherche appliquée. Et dans ce cadre, Monsieur le Président de la République a bien voulu nous autoriser à créer un institut de la transition énergétique, qui sera Sidi Abdallah. Qui servirait précisément justement à quoi? La recherche-formation.
Et nous allons démarrer en septembre 2021, c'est-à-dire dans 9 mois, avec une formation en PGS. PGS, c'est la post-graduation spécialisée, avec des ingénieurs. Comme nous n'avons pas encore d'unité de lieu, nous avons pris un arrêté avec M. le ministre de l'Enseignement supérieur pour autoriser cette formation à Polytechnique et à Babzoar. Nous allons prendre 30 élèves, 30 ingénieurs, nous allons les former. C'est eux qui vont pénétrer la révolution énergétique et nous faire en sorte qu'on puisse changer de dimension, montrer qu'il est possible de sortir de l'addiction aux énergies fossiles en créant de la richesse, mais en ayant une vision. Tous les problèmes posés par cette épique sont des problèmes réels il y a longtemps, mais ce n'est plus le cas. Vous savez, en l'espace de 6 mois, vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de choses qu'on a éclaircies, parce que tout le monde a compris la nécessité de changer de fusil d'épaule. Et le taux d'intégration, donc au niveau industriel, est-ce qu'il est d'ores et déjà estimé pour atteindre un objectif précis d'ici un an? Quel type d'équipement? Dans tous les équipements, des énergies renouvelables. Je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire une chose... Quels sont vos objectifs? Attendez, ça dépend de type. Si c'est pour les panneaux solaires, pour le moment, les panneaux solaires sont importés. C'est-à-dire qu'on peut faire les panneaux solaires ici, mais ils vont coûter beaucoup plus cher. Est-ce que ça vaut le coup? Vous prenez un pays, l'Europe, elle peut les faire, mais elle les importe des États-Unis. L'Allemagne, elle peut les faire, mais elle les importe de la Chine. La Chine, c'est l'atelier du monde. Il ne faut pas, me semble-t-il, aller là où c'est impossible dans les médias. Par contre, essayer de diminuer le coût et faire des choses, même à 30%, 40%, c'est déjà pas mal en termes de valeur ajoutée. Il ne faut pas raconter d'histoire au peuple algérien. Il y a des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire dans les médias. Je ne parle pas de l'avenir, on ne sait pas comment il sera fait, mais dans les médias proprement dit, il faut rapidement sortir du gaz naturel. Alors vous avez parlé, on va terminer là-dessus, vous avez parlé de partenariat stratégique, un rapport de win-win avec des pays étrangers. Le ministre de l'Énergie, lorsqu'il a évoqué le projet Desertec, il a parlé d'un bel exemple de coopération, mais qu'il fallait compléter par du concret en matière d'investissement. C'est ce que vous dites sur la production d'énergie renouvelable. Mais c'était un projet en fait dépassé aujourd'hui, et qu'il fallait le mettre au diapason des défis actuels. Ben écoutez, je crois que c'était la 3e ou 4e fois qu'on parle de Desertec. Oui, wow. C'est une question incontournable. J'ai été l'un des premiers à y croire. Sauf que Desertec a changé de vocation. Nous l'avons dit. Oui. Desertec maintenant, c'est un immense bureau d'études, un bureau d'études conseil. Le Desertec initial, il avait l'ambition, à partir du Sahara, un carré de 250 km, devait fournir l'énergie au monde entier. Un carré de 110 km à l'Europe. Et, évidemment, il nous laisse des bricoles ici, le reste part sous forme d'un câble. Le coût de ce projet, c'était 435 milliards de dollars. Donc c'était très prohibitif. On n'a pas pu rassembler les banques, donc le projet s'est effiloché. Mais Desertec continue encore à réfléchir, ce n'est pas le problème. Oui, justement, sur quoi précisément? Il réfléchit, par exemple, je pense, parce que, bon, moi je ne les ai pas rencontrés. Par contre, j'ai rencontré l'ambassadrice d'Allemagne et nous avons parlé de la coopération. Oui. Parce qu'il faut savoir que l'Allemagne a installé 160 mégawatts en Algérie dans des conditions exceptionnelles. Voilà le type de partenariat où l'Algérie aurait beaucoup à gagner. C'est sur ça que j'ai insisté. Moi, Desertec, je n'ai pas tous les éléments. Mais je peux dire que c'est un bureau d'études comme il y en a d'autres. Ce n'est pas le problème. Sauf que ça a été l'un des premiers à démarrer les études sur le renouvelable. Je me fixe plutôt sur l'avenir. Et donc, j'ai reçu M. l'ambassadeur de Chine, j'ai reçu Mme l'ambassadrice d'Allemagne, pour leur dire, voilà, nous sommes intéressés. Voilà ce que nous voulons faire. Ça va même plus loin. Lors d'un conseil, nous avons discuté de la possibilité de faire en sorte que le Sahara devienne une seconde Californie. C'est-à-dire
mettre des périmètres agricoles, du foncier industriel, de telle façon à créer de la vie. Moi, je suis de ceux qui croient que l'avenir de l'Algérie, c'est dans le sud. Pas dans le sud pour le bousiller avec les gaz de schiste. Encore que, il faut savoir que c'est une réserve pour le pays. Vous êtes contre le gaz de schiste? Enfin, je ne sais pas s'il faut dire que je suis contre. Je ne peux pas être contre mon pays. Vous parlez de bousiller, vous avez utilisé ce terme. Non, je ne peux pas être contre mon pays. Je dis que la technologie actuelle ne permet pas d'exploiter le gaz de schiste dans des conditions rentables et surtout qui protègent l'écosystème saharien. Donc les craintes des habitants de la région sont justifiées selon vous? J'ai eu pas mal de problèmes dans une vie antérieure quand je disais chaque fois non. Non pas parce que je suis têtu. Je suis la technologie. Je sais comment elle évolue. Nous n'avons pas encore trouvé de techniques qui évitent la fracturation et qui évitent le fait de mettre des produits chimiques. Oui. Souvenez-vous, pour forer un puits, c'est 15 000 mètres cubes d'eau qu'il faut faire. Et le même puits, il faut le forer plusieurs fois. Parce que vous savez, c'est des bulles de gaz entre des couches de silice. Il faut donc fracturer le tout, envoyer les produits chimiques pour drainer. Mais il faut partir du principe que ces molécules de gaz, elles ne sont pas disciplinées, elles peuvent aller ailleurs. Donc elles peuvent polluer une nappe phréatique qui est notre plus grande richesse. Les gens ne savent pas. C'est 45 000 milliards de mètres cubes. Nappe albienne ou phréatique? Nappe albienne. Voilà. Il faut donc la protéger. Et pour la protéger, moratoire, on attend. Les Français qui ont voulu forer ici, pourquoi ils n'ont pas foré dans le sud de la France? Pourtant, ils ont une structure favorable. Et ils sont pris à la gorge en ce qui concerne l'énergie. Malgré ça, c'est interdit. Donc vous vous positionnez clairement contre les techniques actuelles, du moins. Dans l'immédiat. Oui. Dans l'immédiat. Mais il faut faire ce que je dis toujours, la veille technologique, voir comment évolue, former des gens. J'ai demandé à ce que Sonatrach forme des gens, oui, pour que le moment venu, vous imaginez, une richesse de 29 000 milliards de mètres cubes. La troisième, après celle de la Chine et de l'Argentine. Et donc, il ne faut pas négliger. Mais si je dois choisir entre l'eau et le gaz, je fais comme les gens d'Ain Salah, je choisis l'eau. Professeur Chemseddine Chitol, je rappelle que vous êtes ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Merci pour toutes les précisions que vous nous avez apportées ce soir. Je voudrais simplement vous remercier de m'avoir reçu et faire un message simplement pour dire que nous allons réussir cette transition énergétique parce que nous n'avons pas le choix. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et surtout, il nous faut du temps. Beaucoup de choses ont été faites, mais il nous faut le temps pour la maturation. Inch'Allah, cette année 2021 verra de nouvelles réalisations. Merci. On sent en tout cas la sincérité de votre engagement. Professeur Chittor, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous renouvelle mes vœux de santé et de prospérité pour cette année donc 2021. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.